À nouveau, je remercie Armand et les organisateurs de m'avoir invité à parler de cette autre question. Je vais vous parler d'espèces et je vais vous parler de grenouilles. Voici des grenouilles, des rainettes qui vivent en Amérique du Nord, qui ont une certaine diversité et qui ont donné lieu à la description notamment de deux espèces différentes. Voici la première. Vous l'écoutez chanter. Et même si vous n'êtes pas spécialiste, vous allez constater que la deuxième chante différemment. Sinon, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau d'un point de vue morphologique. Alors, ces petites bêtes vivent en allopatrie, en plus exactement en parapatrie, puisqu'elles se rencontrent dans certaines régions, là, les points noirs, et dans ces populations où elles sont ensemble, elles s'hybrident parfois. Mais ces hybrides sont stériles, ne se reproduisent pas, et donc on considère que ça, c'est des bonnes espèces. Et puis, ça s'explique quand on regarde leurs chromosomes, puisqu'on constate que la première est diploïde, la deuxième tétraploïde. Ce qui a surpris au début quand on a découvert ça, puisque les zoologistes ont longtemps cru dur comme fer à la règle de Muller, comme quoi, étant donné le déterminisme chromosomique du sexe chez les animaux, la polyploïdie était très peu probable et que ça expliquait qu'il y en ait beaucoup moins que chez les plantes, ce qui est un fait d'observation. En réalité, la réalité ne répond pas toujours aux règles des évolutionnistes. On connaît maintenant de nombreux cas d'espèces polyploïdes chez les amphibiens. Parfois, ce sont des couples, les espèces diploïdes tétraploïdes. Parfois, on connaît seulement une espèce tétraploïde, comme celle-ci, qui n'a pas de contrepartie diploïde connue. En fait, la règle de Muller, les animaux ont trouvé une solution très simple pour l'éviter. C'est qu'ils fabriquent au moment de la méiose des quadrivalents dans lesquels les deux chromosomes paternels partent ensemble sur le fuseau achromatique, tandis que les deux chromosomes maternels partent ensemble, ce qui fait que d'un point de vue fonctionnel, ces animaux sont des diploïdes, même s'ils sont cytologiquement des diploïdes. Alors, s'ils ont cette méiose, qui est quand même une méiose perturbée, c'est parce que ce sont des allopolyploïdes, c'est-à-dire ce sont des espèces qui proviennent de l'hybridation entre deux espèces voisines, mais qui ont été séparées pendant un certain temps, par exemple au moment des glaciations, et qui ont divergé suffisamment pour que, justement, quand elles s'hybrident, leur méiose ne fonctionne pas bien, mais pas trop, puisqu'elles arrivent à fabriquer ensemble un organisme viable. Alors, de nos jours, on pense qu'en fait, cette histoire du déterminisme du sexe n'a rien à voir avec l'abondance de la polyploïdie chez les plantes, mais c'est probablement un mécanisme cytologique dont je ne vous parlerai pas, mais ça n'a rien à voir avec le déterminisme sexuel. Alors, les embryologistes du 19e et du 20e siècle ont fait beaucoup d'interventions sur les œufs, et notamment des œufs d'amphibiens, parce qu'ils sont d'accès facile, d'élevage facile, etc. Et donc, à côté de la fécondation normale, ils ont fabriqué des descendants par gynogénèse, stimulation de l'œuf par le spermatozoïde qui ne pénètre pas dans l'œuf, androgénèse, pénétration du spermatozoïde et expulsion du pronucléus femelle, mérogonie, l'œuf est coupé en deux et ça donne deux œufs haploïdes, transplantation nucléaire qui a donné lieu à la brebis de lit et tout ce que vous avez entendu parler, mais c'est connu chez les amphibiens depuis les années 1950, et parthénogénèse traumatique ou parthénogénèse chimique, ou par des moyens physico-chimiques, l'œuf se développe sans intervention aucune d'un spermatozoïde. Il y a encore d'autres systèmes dont je ne vous parle pas. La parthénogénèse, elle est connue depuis longtemps. C'est Charles Bonnet qui l'a découverte chez les pucerons au milieu du XVIIIe siècle. Maintenant, on la connaît dans de très nombreux groupes d'invertébrés, entre guillemets, mais on les connaît aussi chez plusieurs groupes de vertébrés, notamment de lézards, où ils sont toujours d'origine hybride. La gynogénèse, ça paraissait plutôt une invention de l'homme, et pendant longtemps, les hommes ont cru être les seuls à faire de la gynogénèse, mais en fait, dès la fin du XIXe siècle, Hertwig avait remarqué que quand on croise deux espèces de tritons, on a parfois la descendance qui ne comporte que des animaux qui ressemblent aux femelles. En fait, ils se sont développés avec seulement les chromosomes de la femelle, et le spermatozoïde n'a fait que stimuler le développement. Cette méthode, on l'a employée ensuite pour faire de la gynogénèse artificielle avec du sperme irradié, donc tué, si on veut, et on a pu faire des tas de travaux sur la parthénogénèse artificielle de cette manière. Mais après, on a découvert qu'il y en avait aussi dans la nature, c'est-à-dire il y a des entités qui se reproduisent par gynogénèse. L'androgénèse, ça paraît une idée quand même bien bizarre de faire rentrer un spermatozoïde dans l'œuf et d'expulser le pronucléus femelle. Il y a des organismes qui le font naturellement, il y a notamment des insectes et des mollusques qui font ça.
Alors, et il y a d'autres systèmes dont je ne vous parle pas. Je vais vous développer un peu plus 3 systèmes qui, eux, n'avaient pas été prévus par les embryologistes. Les grenouilles vertes d'Europe, que vous avez peut-être disséquées dans votre jeune âge, quand on disséquait encore des grenouilles, elles ont une grande variabilité morphologique, pigmentaire, etc. Et notamment, depuis longtemps, on connaît bien 3 formes qui sont voisines, qui vivent en Europe occidentale. La grenouille Rana leyssonei à pattes courtes, la Rana ridibunda à pattes longues et la Rana esculenta à pattes intermédiaires. Et elles sont intermédiaires par plein d'autres caractères, ce qui fait qu'il y a longtemps déjà qu'on a pensé que celle du milieu pouvait bien être l'hybride des 2 autres. Ce qui a été confirmé quand on s'est mis à faire des électrophoreses de protéines, où esculenta sortait toujours comme hétérozygote pour les marqueurs spécifiques de l'une et de l'autre des 2 autres espèces. Quand on s'est mis à les croiser, ce qu'avait fait un agronome polonais, Leszek Berger, dans les années 1960, si on croise ridibunda avec leyssonei, on a des esculentas, ce qui est ce qu'on attendait. Leyssonei avec ridibunda, on a des esculentas, d'accord. Mais ça devient un peu plus bizarre, quand on croise ridibunda avec esculenta, on a uniquement des ridibunda, et pas d'insculenta, et pas de phénomène type intermédiaire. Quand on croise esculenta avec esculenta, on a également pratiquement que des ridibunda et quelques phénotypes esculenta. Bon, si vous regardez calmement ce tableau pendant un certain temps, vous verrez qu'il n'est pas possible. C'est-à-dire que Leszek Berger, quand il a amené ça à une revue de génétique puis de zoologie en Pologne, il a mis plusieurs années à obtenir de pouvoir faire publier ça, parce que les rédacteurs des journaux lui disaient « Écoutez, monsieur Berger, vous êtes bien gentil, mais vous avez certainement mal regardé. Ouvrez n'importe quel traité de génétique et vous verrez que ce n'est pas possible. » Seulement, il n'était pas auvergnat, mais il était polonais, je ne sais pas. Il a tenu plutôt à croire ce qu'il voyait de ses yeux sur les bêtes que ce qu'il y avait dans les traités de génétique, ce en quoi je lui donne entièrement raison. Alors, il a fallu un certain nombre d'années pour comprendre ce qui se passe, par analogie avec ce qu'on avait déjà découvert un peu avant chez des petits poissons mexicains, mais comme je vous parle de grenouilles, je prends le modèle grenouille. Mais c'est le même système, c'est ce qu'on a appelé l'hybridogénèse, c'est-à-dire ces animaux sont d'origine hybride entre ridibunda et leyssonei, donc ils ont un génome hétérozygote, mais au moment de la méiose, ils fabriquent des gamètes pures ridibunda, et ils ne fabriquent pas de gamètes esculenta. Et ils vivent en sympatrie avec une des 2 espèces parentales initiales, avec qui ils se recroisent pour redonner une ridibunda. Donc à chaque génération, il y a transmission clonale avec des petites nuances, parce qu'il y a quelques crossing over du génome ridibunda, et donc transmission d'esculenta, mais avec dépendance à chaque génération vis-à-vis de leyssonei. D'où un certain nombre de concepts. Le concept d'hybridogénèse, extrêmement mal nommé, parce qu'hybridogénèse en botanique, depuis plus d'1 siècle, ça voulait dire la naissance d'un hybride, qui désigne en fait, dans ce cas-là, un mode de méiose. Le concept d'hérédité hémiclonale, c'est-à-dire c'est un clone, mais un demi-clone seulement, c'est seulement la moitié du génome qui est transmis clonalement. Et le concept taxinomique de Klepton, qui désigne ce type d'espèces, entre guillemets, qui ont besoin à chaque génération d'emprunter ou de voler des gamètes à une bonne espèce qui vit en sympatrie avec elle. On a éclairci la méiose de ces bêtes-là en voyant qu'en fait, ce qu'il y avait, c'est une exclusion préméiotique du génome leyssonei, suivie d'une endoréduplication et donc une méiose normale avec uniquement des chromosomes ridibunda. Il existe plusieurs types de populations. Les plus classiques, c'est les populations leyssonei esculenta, où les esculenta transmettent de manière hémiclonale le génome ridibunda, et des populations ridibunda esculenta, où, dans ce cas-là, c'est le génome leyssonei qui est transmis de manière hémiclonale, avec à chaque génération un backcross avec l'autre espèce. Ces bêtes ne sont pas des exceptions, des trucs très rares. Ça couvre une très grande majorité de l'Europe, dans le système leyssonei esculenta. Il y a 2 autres systèmes, je ne vous en parle pas, un qui est uniquement en Italie, un autre qui est en Espagne, dans le sud de la France. Quand on regarde la phylogénie, on se rend compte que ceux qui s'hybrident ne sont pas nécessairement des espèces sœurs. Il y a des espèces plus proches qui ne s'hybrident pas dans ces systèmes et d'autres plus éloignées qui s'hybrident. Mais il y a quelque chose de commun à toutes ces hybridations, c'est la présence d'un génome ridibunda qu'on considère donc comme un génome inducteur de ce phénomène.
Ça se complique encore quand on regarde les érythrocytes et on constate qu'il y en a qui sont diploïdes et d'autres triploïdes, que les œufs pondus de certaines de ces bêtes sont haploïdes ou diploïdes, les spermatozoïdes haploïdes ou diploïdes, et en fait qu'il y a des animaux triploïdes qui vivent en sympatrie dans la plupart des cas avec les diploïdes. Alors, le système est un peu plus compliqué. Ici, c'est un système qu'on a découvert dans la forêt de Fontainebleau, il n'y a pas besoin d'aller très loin, où il y a des esculenta qui fabriquent des gamètes R et qui se croisent avec des triploïdes, des esculenta triploïdes, qui fabriquent des gamètes LL. Les esculenta, elles, se maintiennent par backcross avec les sonnets. Et puis, il y a un autre système qui existe en Allemagne qui est encore en plus bizarre, puisque là, les laissonnés ont disparu, il n'y a plus que des esculenta qui se reproduisent entre diploïdes et triploïdes. Alors, il y a plusieurs types de méiose, je ne rentre pas dans les détails. En général, il y a une exclusion préméiotique d'un des deux génomes, mais il peut y avoir ségrégation préméiotique et fabrication des deux types de gamètes. Donc, on a les gamètes R, L ou RL selon les types de population. Donc, pour résumer, ces organismes sont issus d'hybridation entre 4 espèces, avec une grande répartition géographique, plusieurs systèmes de population, purs ou mixtes avec des diploïdes et triploïdes, et plusieurs types de gamétogénèse. Deuxième exemple que je vais prendre, celui des crapauds verts eurasiatiques. Alors, le crapaud vert Bufo viridis, ça vit dans une grande majorité de l'Europe et de l'Asie. Maintenant, on considère qu'il y a plusieurs espèces d'un point de vue, en tout cas plusieurs lignées mitochondriales en Europe, donc certains considèrent ça comme des espèces, et en Asie, plus compliqué, on trouve des populations diploïdes et d'autres tétraploïdes. Alors on revient au cas de nos rainettes du début, ils sont tétraploïdes, donc finalement ils se comportent de manière fonctionnelle comme des diploïdes, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais où on est plus surpris, c'est quand on trouve ce joli petit crapaud dans des montagnes du centre de l'Asie, qui est triploïde. Alors, il n'y a que des triploïdes. Les mâles et les femelles sont triploïdes, ils sont dans des montagnes, des vallées fermées qui ne peuvent plus passer parce qu'il y a eu des changements de climat, ils ne peuvent plus franchir les cols. Il n'y a pas de diploïdes avec eux, et donc ils font ce que tous les traités de génétique nous disent impossible, puisque normalement des triploïdes, ça ne peut pas donner une descendance qui marche, ça doit donner des aneuploïdes dès la 2e génération. Donc ils ont inventé quelque chose, et on a réussi à éclaircir ce qu'ils ont inventé. Ils ont un système différent de méiose pour les mâles et les femelles. Et je pense que ça peut intéresser celui qui a parlé avant moi. Les mâles ont une méiose dans laquelle ils éliminent un des 3 génomes. Ensuite, ils ont un spermatocyte diploïde qui suit une méiose normale, avec recombinaison et qui donne des spermatozoïdes haploïdes. Les femelles, c'est plus compliqué, il y a au moins 2 systèmes qui ont été identifiés. L'un dans lequel, c'est similaire à ce qui se passe chez les mâles, où il y a élimination d'un des 2 génomes, puis endomitose, donc on se retrouve avec un ovocyte tétraploïde qui suit une méiose normale, ovule diploïde. Et puis un autre qui, alors là, était assez peu prévisible a priori, où il y a duplication d'un des 3 génomes. Alors pourquoi celui-là? D'un des 3 génomes de la femelle, et on retombe sur des ovocytes tétraploïdes qui, après réduction, donnent des ovules diploïdes. Ces ovules diploïdes, les 2 sortes d'ovules diploïdes, en se croisant avec les spermatozoïdes, ça redonne des triploïdes de génération en génération. Dans toute l'Europe, on ne connaît que des populations diploïdes, mais en Asie, on connaît plusieurs types de populations tétraploïdes qui sont, semble-t-il, d'origine différente, et plusieurs types de populations triploïdes d'origine différente. C'est en tout cas ce que disent les phylogénies mitochondriales, où on retrouve des triploïdes à plusieurs endroits et des tétraploïdes à plusieurs endroits. Donc, sans que ce soit des événements d'hybridation distincts, à moins que ce soit un système qui ressemble à celui des salamandres que nous allons maintenant regarder. Bon, finalement, c'est comme ceux d'avant, issus d'hybridation, grande répartition, plusieurs systèmes de population et de gamétogénèse. Alors, le plus extraordinaire, c'est celui de ces salamandres qui vivent en Amérique du Nord, qui ont tenu les chercheurs en haleine pendant plusieurs décennies. Ils ont longtemps rien compris, pour être très franc, et ils ne sont pas encore sûrs de tout comprendre. Voici 4 espèces qui sont des espèces bien caractérisées à tout point de vue, morphologie, génétique, comportement, etc., et qui s'hybrident. Qui s'hybrident toutes les 4 entre elles, et qui donnent des diploïdes, des triploïdes, des tétraploïdes, et même des pentaploïdes. Alors voici une bête qui est triploïde avec des génomes latérales et un génome latéral et 2 génomes jeffersonianum. En voici un qui est triploïde et trihybride, latéral et texanum tigrinum. En voici un qui est tétraploïde tétrahybride,
On le retrouve même dans le phénotype, l'iris clair de Trigrinum, les taches bleues des Texanum, les taches grises de Laterale, les longues pattes de Jeffersonianum. On a identifié 22 combinaisons de génomes hybrides entre ces bêtes-là, dont certaines avaient été décrites comme des bonnes espèces à une époque, et qui ont tout en commun d'avoir un génome inducteur, comme tout à l'heure avec nos grenouilles, mais c'est un génome Laterale. Elles vivent dans des populations qui sont intriquées les unes dans les autres, dans la région des Grands Lacs, des populations vertes pures des espèces parentales, et puis différents types de populations hybrides. Grande surprise, quand en 92, Hedges, Maxson et Bogart publient cette phylogénie mitochondriale, ils s'attendaient à ce que les polyploïdes soient au milieu des espèces parentales ou d'une des espèces parentales. Ben non. Ils sortent comme groupe frère de deux des espèces parentales et leur ensemble, groupe frère de deux autres. Donc, l'hypothèse qu'ils ont formulée à l'époque, c'est qu'il y avait dû y avoir une cinquième espèce qui était disparue, qui avait disparu dans la région des Grands Lacs, mais qui avait été au départ de toutes ces lignées. Jusqu'à ce que, plus d'une dizaine d'années après, on la découvre, cette espèce. Elle existe, bel et bien, elle avait été prévue, mais elle existe. Et si on l'intègre dans l'analyse, on voit qu'effectivement, elle sort en groupe frère de ces fameuses unisexuées. La répartition des espèces, les 4 espèces initiales dont je vous ai parlé au début, c'est la grise, la rose, la jaune et la verte. Et puis la nouvelle, là, qu'on vient de trouver, c'est ici, en dehors de la région où sont les hybrides, plus au sud. Et c'est seulement l'année dernière qu'on a trouvé, enfin, une bête qui avait un génome Barbouri dans son génotype, et avec deux cas de figure, des tétraploïdes et des pentaploïdes, mais dans une seule population, c'est d'ailleurs pas encore paru. Donc, effectivement, alors, on peut aller plus loin parce que maintenant, on a des méthodes, évidemment, de cytogénétique qui permettent d'identifier les chromosomes paternels et maternels, enfin, des différentes lignées. Donc là, on a 28 chromosomes Laterale et 14 chromosomes Jeffersonianum. Ici, on a 28 Jeffersonianum, 14 Laterale et 14 Barbouri. Et puis, parfois, on trouve des choses un peu plus inattendues, parce que jusqu'à présent, je vous ai parlé de transmission en bloc des génomes, mais il y a aussi des translocations, donc des crossing over assez rares. Tellement rares qu'on peut les cartographier un par un, les identifier, et à partir de ça, faire des hypothèses de relations phylogénétiques entre ces différentes populations, et faire un scénario évolutif pour ces populations. Donc, très schématisé, parce que c'est plus compliqué quand on regarde tous les croisements un par un, on peut faire ce scénario-là. Au départ, hybridation Barbouri Laterale, une femelle Barbouri, donc il y a un cytoclase Barbouri, et puis un génome diploïde BL. Des gamètes non réduits fécondés par une troisième espèce, Texanum, on a des BLT, toujours dans un génome Barbouri. Quatrième espèce, Jeffersonianum, mais à ce moment-là, exclusion du génome Barbouri, ce qui ne nous étonne pas vraiment, on a vu ça déjà dans les grenouilles vertes, une exclusion d'un génome ou dans les crapauds verts. Donc on se retrouve avec une pauvre bête qui a un cytoplasme Barbouri et 3 ou 4 génomes parentaux qui n'ont rien à voir avec son cytoplasme. Alors, vous avez certainement entendu parler du barcode. Si vous faites le barcode de cette pauvre bête, vous allez dire c'est une Barbouri. Mais elle n'a pas un chromosome, elle n'a pas un gène, elle n'a pas un caractère de Barbouri. Si je m'occupais de barcode, je serais un peu inquiet parce que finalement, on ne sait pas combien ce genre de phénomènes sont répandus. Évidemment, on peut toujours dire « Oh, ça ne nous intéresse pas, c'est très rare ». Ça, c'est une manière de faire. Mais enfin, moi, ça m'inquiéterait beaucoup. Il y a eu des modèles qui ont été proposés pour là ou les méioses de ces bêtes-là. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Ça a été décrit sous le nom de kleptogénèse. Une chose sur laquelle j'insiste, c'est quand même que certains de ces gamètes, dans certains cas, par exemple ici, triploïde LLJ, peuvent, selon un facteur qui peut apparaître vraiment rien du tout, la température de l'eau, ils vont se développer par gynogénèse ou par fécondation avec élévation de la ploïdie. Ce qui fait que, finalement, les phénomènes de gynogénèse et de fécondation dans ces systèmes-là ne sont pas si différents et incompatibles qu'on avait pu longtemps l'imaginer. Alors pourquoi tant de N ? Enfin, c'est des N chromosomes.
ça va jusqu'à 5, eh bien évidemment l'hypothèse c'est que c'est adaptatif. Et que donc voilà cette petite pauvre salamandre, elle a envie de déménager, elle vient, là elle va donner son génome à la poubelle des génomes et elle va dire ben, donnez-moi un peu de latéralée antigel et un peu de barbourie pour vivre dans un torrent. Comme elles ont perdu la sexualité, si elles veulent pouvoir s'adapter, ben, elles ont mis au point ce système. C'est une vision un peu idéalisée de la sélection, mais pourquoi pas. Donc pour résumer, ces animaux sont issus d'hybridation, entre cette fois-ci 5 espèces. Elles ont une grande ancienneté. Ce pas des trucs qui viennent d'arriver. Ça a été estimé à 3 millions d'années en moyenne. Grande répartition, plusieurs systèmes de population avec toutes sortes de ploïdies, plusieurs types de gamétogénèse, et là, plusieurs types d'initiation du développement par gynogénèse ou fécondation. Et donc, à partir de ces 3 exemples, je vais vous présenter, pour finir, quelques réflexions générales sur la manière de traiter taxinomiquement et nomenclaturalement ces organismes. Je partirai de cette question. Quel est le but de la taxinomie de la nomenclature ? Là-dessus, je vais vous donner une définition qui n'est peut-être pas partagée par tout le monde dans cette pièce. Je pense que le but de la taxinomie, c'est de classer des organismes, des animaux ou des plantes, sous la forme d'une classification en unités taxonomiques au taxon et de désigner ces taxons par des noms scientifiques. Il s'agit d'assigner à des taxons tous les organismes réels vivants ou ayant vécu sur notre globe, et pas seulement certains, ceux qui sont hybrides ou qui sont trop gros ou qui sont trop jaunes pour qu'on ait envie de les classer. Il s'agit d'avoir un système qui permette de nommer tous les organismes que nous observons. Elle doit classer des organismes, c'est-à-dire ni des phénotypes, ni des génotypes, ni des concepts ou des hypothèses, par exemple des grades, des ancêtres communs, des lignées, des clades, etc. Non, il s'agit de classer des bêtes. Et là, la question se pose, faut-il forcer la réalité dans des concepts taxinomiques platoniciens définis a priori ou forger des concepts taxinomiques adéquats pour rendre compte des caractéristiques réelles que nous observons sur les organismes? C'est 2 démarches complètement différentes. Donc, je n'ai pas le temps de discuter du concept espèce, il a été évoqué tout à l'heure, mais il y a au moins 4 sens à ce concept, un concept évolutif, un taxon, une catégorie taxinomique, c'est-à-dire un ensemble de taxons, c'est-à-dire un concept d'espèce, le concept d'espèce biologique, le concept d'espèce phylogénétique, etc. Et un sens sur lequel on insiste moins souvent, qui est un rang nomenclatural, c'est-à-dire un groupe de taxons désignés par des noms latins doubles et qui occupent un rang donné dans la hiérarchie nomenclaturale. En réalité, c'est ce 4e sens qui est employé par la plupart des gens, c'est-à-dire par tous les gens qui sont en dehors de la systématique. Quand un biochimiste, un physiologiste, un écologiste parle d'espèce, il parle d'une entité désignée par un nom latin, et finalement, c'est bien rare qu'il se préoccupe du concept qui est derrière la définition de cette entité. Et ce qui est très important, c'est qu'on a besoin de ces noms latins doubles, notamment dès qu'on veut gérer la biodiversité ou identifier un matériel biologique, mais aussi, par exemple, tout ce qui est la biologie de la conservation, ou comme on l'a déjà évoqué tout à l'heure, les espèces, les taxons sont désignés par des noms latins sans lesquels il n'est pas possible d'intervenir socialement sur ces entités. Alors il faut indéniablement un traitement nomenclatural unique pour les universités de la biodiversité, avec un rang nomenclatural unique référant tous les organismes à un nom double, genre espèce, mais ceci n'implique en aucune manière d'adopter une vision réductionniste selon laquelle toutes ces unités devraient être référées à la même catégorie taxinomique. Car imposer une telle université entraînerait une grande perte d'informations biologiques sur les organismes concernés, du moins si on pense que la taxinomie doit encore faire partie de la biologie. Et si oui, il faut reconnaître que les informations significatives sur les organismes utilisables pour leur classification ne se limitent pas à nos hypothèses sur les relations de parenté, même si, bien entendu, elles doivent les inclure. Quand on parle de biodiversité, on est confronté à des choses complexes, et il est justifié de rendre compte de certaines des particularités biologiques des organismes dans la taxinomie. Alors, revenons à nos bêtes. Quelles sont leurs caractéristiques communes? Il n'y en a pas énormément, mais elles sont d'origine hybride ou plurihybride. Elles sont pour plusieurs d'entre elles anciennes, avec une grande répartition géographique, se sont maintenues pendant des centaines de milliers de générations, ce ne sont donc ni des formes de transition, ni des cul-de-sac évolutifs, mais des unités stables de la biodiversité que nous devons traiter dans nos taxonomies et nomenclatures. Et il existe plusieurs systèmes de population, de gamétogénèse et de développement. Bon, il y a 2 grands concepts d'espèces, même s'il y en a eu beaucoup de nommés. Alors, on parle souvent de l'espèce biologique ou du BSC.
Ça, c'est la propension de nos collègues nord-américains à utiliser des abréviations. Moi, personnellement, RATP, SNCF, CQF2, et ça ne me plaît pas tellement. J'aime mieux appeler les choses par des noms, et surtout des noms courts. Donc, je propose, et j'ai déjà proposé, d'appeler Méron, en hommage à Ernst Mayr, qui l'a défendu pendant des années, le concept d'espèce de biologique, qui est donc une entité bisexuée, panmictique, avec recombinaison génétique à chaque génération, constituant un pôle génique fermé, ou plutôt, comme l'a dit plus justement Bocquet, protégé. Et puis, l'espèce phylogénétique, PSC, enfin, il y en a des nuances, que j'ai appelé Simpson, en honneur de George Taylor Simpson, c'est-à-dire c'est une lignée indépendante, isolée, et habituellement caractérisable par des autapomorphies. Les entités que nous avons vues ne sont aucun de ces deux concepts d'espèce, car elles ne sont pas des mérons, car elles ne sont pas panmictiques, et elles ne sont pas des Simpson, car elles ne sont pas des lignées indépendantes, sauf peut-être les lignées parthénogénétiques, mais si on a le temps, on verra que ça pose aussi des problèmes. Que faire alors de ces drôles d'animaux d'un point de vue taxinomique? Ignorer leurs particularités, les rattacher à une des espèces parentales? Les réunir dans une seule espèce avec les espèces parentales dont elles sont issues? Les considérer comme de simples hybrides ou des monstres dépourvus de taxinomique, on les met en dehors du système? Ou, ce qui revient au même, les rattacher à des catégories non taxinomiques, biotypes, unisexuels, parthénogènes, etc. Ou enfin forcer les choses, et bien qu'on sache que c'est ni des lignées ni des entités panmictiques, les traiter comme des espèces. Ou enfin les rattacher à des catégories taxinomiques distinctes de celles d'espèces que je préconise. Si vous ouvrez n'importe quel livre ou article sur ces questions, vous trouverez toujours une présentation des différents, alors ce qu'ils appellent tous des modes de reproduction. Et ils mettent tous en parallèle la parthénogénèse sous ses deux formes principales, la gynogénèse et l'hybridogénèse. Alors, on retrouve ça partout, parthénogénèse, hybridogénèse, gynogénèse, parthénogénèse. Ça a l'air d'être trois systèmes parallèles. En fait, c'est un parallélisme qui est purement sémantique et totalement trompeur, et qui vient de la présence du terme génèse dans ces mots. Parce que parthénogénèse, gynogénèse et androgénèse, c'est des modes d'activation de l'œuf, qu'on peut appeler germinogénèse ou kinétogénèse, qui entraînent l'initiation du développement et qui mènent à l'embryon. Tandis que hybridogénèse ou kleptogénèse récemment créée, ça désigne des modes de formation des gamètes, de gamétogénèse, qui aboutissent aux ovules, mais pas du tout des modes d'initiation et de développement de l'œuf. Les formes dites hybridogénétiques se reproduisent par simple fécondation, comme vous et moi. Il n'y a rien de particulier dans la manière dont elles se reproduisent au moment de la formation de l'œuf. Donc si on revient au patron de spéciation de clanogénèse de Hennig, bon, classique, ça donne naissance à ces réseaux d'animaux qui sont interféconds et qui, à chaque génération, se croisent et qui sont limités par ces lignes jaunes. Mais il y a d'autres modes de spéciation, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais il y a le goulot d'étendrement, le budding, le bouturage, où là, il y a aussi un goulot d'étranglement, mais là, l'espèce, elle continue. Et puis, il y a les spéciations par hybridation. Là aussi, il y en a toutes sortes, parce qu'il y a des hybridations homoploïdes, et puis d'autres qui donnent des polyploïdes. Donc, les polyploïdes dont on a parlé, ça peut être soit des entités bisexuées, soit des entités uniquement femelles. Dedans, il y a des lignées. Alors, que définir comme la lignée? Ce qui est entre les lignes jaunes, c'est-à-dire ce qui vient du même phénomène d'hybridation initiale, ou bien on change de lignée dès qu'il y a une mutation, ce qui est symbolisé aussi ici par les couleurs, ou bien est-ce qu'il s'agit de dire que chaque femelle, dès qu'elle donne naissance à 3 enfants, c'est 3 lignées, parce qu'ils n'auront plus aucune interaction génétique entre eux, ces animaux. Donc voilà, question, avec le concept de Simpson. L'espèce gynogénétique, la transmission, elle est la même, elle est clonale. Mais elle a besoin, à chaque génération, sinon elle s'éteint, de l'intervention d'un mâle d'une espèce indépendante, qui peut être soit une des espèces parentes, soit une autre, je ne rentre pas dans les détails, pour se reproduire. Et l'espèce hybridogénétique, c'est encore plus impliqué, puisqu'il faut qu'il y ait fécondation à ce stade-là. Et puis, c'est pas tout, parce qu'il y a des systèmes mixtes. Par exemple, des systèmes avec des gynogénétiques et des fécondations, des systèmes avec des gynogénétiques, des fécondations et un truc bizarre qui est l'insertion d'un microchromosome, c'est-à-dire c'est pas tout le génome du mâle, mais un petit morceau de génome qui rentre, et puis des systèmes où il y a soit de la fécondation, soit de l'androgénèse. Et il y en a encore d'autres.
Donc, pour mettre un peu de clarté dans tout ça, parce que c'est quand même assez complexe, j'ai proposé de distinguer complètement deux choses. D'une part, les modes de gamétogénèse et d'autre part, les modes de démarrage du développement. La gamétogénèse, elle peut se faire selon trois grandes modalités. La méiose vraie que vous connaissez, l'absence de méiose, c'est simplement des mitoses, ou alors toute une série de métaméioses, on en a vu certaines tout à l'heure, où on fabrique des gamètes souvent uniparentaux ou légèrement recombinés, ou biparentaux, mais sans véritable loterie de l'hérédité. Et puis, par ailleurs, des modes de germinogénèse ou kinétogénèse, d'activation de l'œuf, de démarrage du développement, qui est soit la fécondation, qu'on peut appeler zygogénèse, soit les deux modes de parthénogénèse, soit gynogénèse, androgénèse, et il y en a encore d'autres. Et quand on se tourne vers l'aspect taxinomique, j'estime qu'il faut distinguer d'un côté les mérons, les espèces bisexuées, etc., que nous connaissons tous, et ce que j'appelle les chions, c'est les pseudospécies de Dobzhansky, c'est-à-dire des entités d'origine hybride pour lesquelles certaines des qualifications ci-dessus font défaut, c'est-à-dire les kleptons d'une part, qui ont une gamétogénèse métaméiotique, une germinogénèse zygogénétique, gynogénétique ou androgénétique et une dépendance reproductive, et les clonons qui ont une gamétogénèse améiotique ou métaméiotique, une germinogénèse parthénogénétique et une indépendance reproductive. Et on peut proposer des traitements nomenclaturaux particuliers, alors tout en gardant, comme je vous l'ai dit, le rang nomenclatural espèce, un nom de genre, un nom d'espèce, parce qu'on a besoin de ça notamment dans les listes de biodiversité ou pour les articles dans des disciplines très éloignées de la nôtre, mais on peut intercaler, c'est pas obligatoire, mais ce signe qui veut dire, voilà, ça c'est un klepton, ça c'est un clonon, ça c'est un chion, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est un klepton ou un clonon, mais on sait que c'est pas un méron. Et pour finir, je vous invite à réfléchir à la nécessité d'abandonner certains termes qui ne sont que source de confusion. Le terme d'hybridogèse est extrêmement mal choisi, parce qu'il veut dire, traditionnellement en botanique notamment, mais parfois en zoologie, naissance d'un hybride. Il désigne en fait un mode de gamétogénèse, chez les poissons et les grenouilles, pas d'activation de l'œuf, et il a reçu d'ailleurs d'autres noms, mais du fait qu'il porte ce terme de génèse, il a cette ressemblance trompeuse avec parthénogénèse qui entraîne les confusions que j'ai évoquées. Et puis des termes alors, qui ont été introduits, alors comme vous le savez souvent dans les articles de nos collègues anglo-saxons, les nouveaux termes font apparition au détour d'une phrase sans être jamais définis, sans être jamais présentés comme nouveaux d'ailleurs, et ils apparaissent là, et puis après on s'en sert, mais on ne sait pas d'où ça vient. Parthénogène, gynogène, androgène, hybridogène, outre le fait que androgène c'est aussi une hormone, enfin, etc., ça peut désigner, on ne sait pas quoi, soit des organismes issus de parthénogénèse, etc., ou se reproduisant par ceci, cela, ou éventuellement des taxons. Mais on ne sait pas, parce qu'il ne faut pas trop se mouiller, donc on dit les gynogènes, les hybridogènes, pour décrire ces bêtes bizarres. Et pour ma part, je préconise d'employer des termes techniques précis pour désigner ce qu'on veut dire, c'est-à-dire des termes précis pour les modes de gamétogénèse, il y en a plusieurs sortes, pour les modes de kinétogénèse et pour les catégories taxinomiques, où je pense quand même qu'avec 4 catégories, on rend compte de beaucoup des cas, peut-être pas tous, mais les mérons, les espèces biologiques, les kleptons, les clonons, je ne rentre pas dans les détails parce que dans chacun il y a plusieurs catégories, et les cypsons qui sont finalement des lignées dont on ne sait pas grand-chose d'un point de vue biologique, on sait simplement que c'est des lignées, donc je dirais que c'est un concept par défaut. Quand on n'a pas de données biologiques, ce qui est quand même souvent le cas quand on traite d'organismes qu'on ne peut pas élever, qu'on n'a pas vus, qui sont des fossiles ou je ne sais quoi. Je vous remercie.